C'est parti. Super. Eh bien, donc c'est parti. Déjà, merci à tous de vous être connectés sur ce webinaire. L'objectif, c'est qu'on parle ensemble de la sécurité informatique. Donc, c'est un webinaire qui est organisé par Access Online en partenariat avec F-Secure. F-Secure et Access travaillent ensemble depuis plus de 10 ans et on équipe plus de 6000 postes, 6000 clients sur les aspects de sécurité de leur poste. Donc aujourd'hui, F-Secure pour Access, c'est plus qu'un fournisseur, c'est un vrai partenaire pour lesquels, par exemple, nos techniciens, ingénieurs ont des certifications spécifiques sur les produits. Donc ça nous a semblé bien intéressant qu'ils puissent vous présenter leur vision de la sécurité informatique, puisque ce sont des experts dans ce domaine. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Carole, je suis directrice commerciale chez Access. Je suis chez Access depuis un certain nombre d'années et je m'occupe plus particulièrement de nos offres hébergement et service manager où on va retrouver notamment la sécurisation des postes. Et donc, je vais laisser la parole à Charles et Thomas pour qu'ils puissent aussi se présenter. Oui, merci Carole. Donc Charles Brasset, je suis le responsable technique pour F-Secure et sur la région, donc Rhône-Alpes-Auvergne. À toi Voilà, Thomas. et donc merci Carole, et donc moi Thomas Kant, je suis le responsable commercial régional sur la région, donc basé à Lyon, et donc on couvre toute l'Auvergne-Rhône-Alpes, voilà. Super, merci Charles et Thomas. Le programme de ce webinaire. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps à l'actualité des marchés et des tendances dans le domaine de la sécurité et aussi de l'évolution de cette sécurité, puisqu'on sait que c'est une thématique qui évolue constamment, limite au jour le jour. Donc, ça va être intéressant d'avoir le retour d'expérience de F-Secure à ce sujet. Ils nous montreront aussi une simulation en live d'une cyberattaque pour qu'on puisse voir concrètement comment se déroule une cyberattaque. Et enfin, on parcourra différents outils qui peuvent être mis en place pour se prémunir autant que faire se peut de ces cyberattaques. Et comme je vous disais, à la fin, on aura une petite séance de questions-réponses. Donc, on vous invitera à poser des questions, soit via le chat ou, si vous le souhaitez, directement en vocal. Alors, on va quand même introduire, qu'on puisse se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Access Online, on fait partie de Access Group, qui est implanté sur toute la France. Notre siège social est sur Valence et on est aussi très implanté en Rhône-Alpes. Moi, je suis à l'agence de Lyon aujourd'hui, d'où je vous parle. Access, c'est à peu près 300 collaborateurs et 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on intervient dans tous les domaines d'activité liés au numérique, que ce soit sur du développement de logiciels, de l'infrastructure hébergée locale, du matériel, du poste de travail. Donc, comme je disais, on est répartis en fait sur 3 métiers. Donc nous, on a un attachement, on va dire, particulier à la sécurité, que ce soit la sécurité des données. Donc on propose des solutions d'hébergement en data center. On est aussi opérateur, donc là on va pouvoir distribuer de la fibre optique, de la SDSL, et toujours de manière sécurisée. Ça fait partie vraiment d'une des valeurs ajoutées de nos offres sur cette partie opérateur. Et enfin, une offre de prestations IT. Donc, c'est sur cette offre-là qu'on travaille beaucoup en partenariat avec F-Secure pour assurer la sécurisation des postes de travail, puisque chez Access Online, on va pouvoir gérer tout un environnement SI du client en allant du poste jusqu'à l'infrastructure serveur, en passant par les solutions collaboratives comme celles qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, par exemple avec Teams. Je passe assez vite et puis ceux qui seront intéressés pour plus d'infos, vous n'hésiterez pas à nous contacter. Et donc, je vais laisser la parole pour que notre partenaire F-Secure puisse se présenter. Merci Carole. Donc oui, F-Secure, partenaire de longue date d'Access. L'idée aujourd'hui, on avait envie et on trouvait aussi nécessaire d'informer en fait les clients d'Access sur ce qui se passe en ce moment et essayer de vous faire un petit peu peur, mais surtout de vous rassurer et de vous présenter
des solutions aujourd'hui qui existent pour se prémunir et détecter les attaques dites ciblées du moment. Vous avez tous entendu parler ou subi des attaques de plus ou moins loin. Et aujourd'hui, la sécurité, c'est difficile de comprendre comment elle fonctionne, c'est difficile de comment se prémunir, s'équiper. Donc il y a des réglementations, il y a des contraintes. Donc on va essayer de répondre à tout ça dans cette présentation. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre. Donc juste pour la photographie d'F-Secure, on est éditeur de solutions de cybersécurité depuis plus de 30 ans, spécialisé dans les solutions de protection endpoint, post-serveur mobile. Et depuis quelques années, on a diversifié notre portfolio vers des solutions qui viennent un peu en amont et en aval d'un antivirus pour proposer justement aux clients de couvrir toute la chaîne de compromission d'une attaque finalement. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aussi à travers cette démo. Donc F-Secure est européen, on est finlandais, donc ça aussi c'est un gage de confiance et qui rassure les clients aujourd'hui dans ce projet de souveraineté européenne qui est un peu poussé par tous les organismes publics comme l'ANSSI par exemple. Et donc en France, nous sommes à peu près une quarantaine, dans le monde nous sommes à peu près 2000. Et là, vous avez donc l'équipe locale avec Charles sur la région, comme on disait tout à l'heure. Donc Carole, tu peux passer le slide. Donc ça, c'est un gage de confiance aussi, pour vous rassurer aussi. F-Secure est un des rares acteurs européens de la cybersécurité et surtout plus reconnu que connu, c'est souvent ce qu'on disait à une époque. On travaille énormément aussi avec des opérateurs, mais en marque blanche, mais ce qui montre aussi le sérieux et la qualité de nos produits. Parce que les opérateurs qui ont des grosses exigences nous ont fait confiance. Et F-Secure est ressorti de nombreuses fois comme la meilleure protection au niveau de l'antivirus, cloud entre autres, qui est poussée par Access. Une solution qui est donc qui a souvent été mise en avance sur sa capacité à protéger de manière efficace et surtout dans le temps. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Voilà, 6, c'est le nombre de fois où on a pu avoir on a pu être reconnu pour le coup depuis 2011, je crois. Donc c'est ça qui a marqué. Et donc ce qui montre aussi la capacité de F-Secure de s'inscrire dans un projet à long terme sur sa qualité de détection. Donc pour vous parler de sécurité, on a voulu évidemment vous parler aussi de l'actualité. Il se passe beaucoup de choses. Ça résonne un peu à droite à gauche, on ne sait pas trop si on est bien sécurisé, on sait surtout qu'on est sécurisé de la même manière qu'il y a 20 ou 30 ans, à savoir la plupart du temps un firewall en amont, un antivirus sur les postes, sur les serveurs, et derrière assez loin finalement une sauvegarde. Et on voit bien qu'il y a des choses qui bougent sur le marché de la cybersécurité, ne serait-ce que par rapport aux différents rachats qu'il y a pu y avoir ces derniers temps. On voit que des acteurs qui n'étaient pas dans la cybersécurité intègrent des sociétés, rachètent des sociétés dedans. C'est qu'il y a vraiment un marché en croissance. Et il y a un marché en croissance, pourquoi? Parce qu'il va y avoir et il y a un besoin aujourd'hui croissant. Là où précédemment faisait plutôt de la pédagogie pour sensibiliser les gens à la sécurité. Aujourd'hui, malheureusement, on répond à des besoins parce que de plus en plus de clients se font hacker. Donc BlackBerry qui rachète Silence, par exemple, ou Intel qui rachète McAfee, Thomas Bravo, le fonds d'investissement qui rachète Sophos l'année dernière, voilà, et j'en passe, ce qui vous montre un petit peu l'état de la situation aujourd'hui, en tout cas qui peut l'expliquer par ses rachats. Alors F-Secure, on est finno-finlandais. On appartient donc à des fonds de pension finlandais. En tout cas, on est complètement autonome et le souhait de la direction, c'est de le rester. Donc, tu peux passer au slide suivant, hein, Carole, merci. Donc là, on a voulu mettre ce slide-là parce que l'ANSSI, la plupart d'entre vous connaissent, donc c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est à travers l'ANSSI notamment que des lois comme le RGPD sont sorties. Alors, il faut savoir que l'ANSSI plaide pour une souveraineté européenne en matière de cybersécurité. Ça avait été amorcé et Mme Merkel il y a quelques années.
Et on voit bien que les questions autour de la protection des données et de la souveraineté des données est constante. On va le voir sur les slides suivants. Des doutes se sont installés, des doutes se sont confirmés à travers différents acteurs. Sur le slide suivant, Carole, je pense qu'on va pouvoir voir qu'en effet, la France a commencé à vouloir alerter sur les différents logiciels qui, eux, sont légitimes, des logiciels d'éditeurs de sécurité qui sont légitimes, mais sur lesquels il peut y avoir des backdoors et des doutes, donc des logiciels américains, notamment avec toutes les notions de Patriot Act, car à partir du moment où vous travaillez avec une société américaine, vous utilisez un outil américain, c'est-à-dire une adresse Google, un PC Microsoft ou un téléphone Apple, par exemple, les États-Unis sont en mesure de récupérer les informations, les métadonnées vous concernant. Donc, on sait que les dégâts et les dérives que ça peut avoir. Sur le slide suivant, en effet, il y a eu l'affaire TikTok qui a pris une ampleur étatique parce qu'on est parti d'un réseau social pour adolescents et on arrive à de l'espionnage. Oui, on peut peut-être demander le contrôle. Tout à fait. Alors, non, je ne peux pas demander le contrôle parce que je recorde. Et donc, en fait, TikTok, voilà, on a des problématiques concernant justement et des doutes sur la capacité de l'outil à pouvoir récupérer des informations et donc des notions de rachat commencent à s'intégrer sur des plateformes très récentes qui sont surévaluées aujourd'hui. Dans l'exemple d'après, on parle de Huawei. On voit que Huawei, c'est pareil. Bouygues Telecom, par exemple, qui casse un contrat de plusieurs milliards de dollars sur les boîtiers de 5G, soi-disant parce qu'on peut retrouver des backdoors au sein des outils de Huawei. Voilà. Et je crois que sur l'exemple d'après, on a Kaspersky, où je l'avais enlevé, mais c'est vrai que Kaspersky, pareil, avait été banni des solutions du gouvernement américain et le Parlement européen aussi avait commencé à rendre une enquête dessus et mettre des doutes. Donc le doute, il s'est installé, il n'est pas forcément justifié, mais en tout cas, voilà, plusieurs clients, notamment des structures publiques, aujourd'hui se posent la question de cette souveraineté européenne. Et donc, heureusement, aujourd'hui, F-Secure s'inscrit dedans par sa nature. Donc, nous avons plusieurs partenaires, comme l'UGAP, l'ANSSI, qui sont aujourd'hui clients F-Secure, ce qui montre et ce qui nous engage aussi dans cette optique de proposer des solutions qui sont fiables. Voilà pour la présentation de F-Secure. J'ai essayé d'être bref. Donc, sur l'évolution des menaces, on va essayer de passer rapidement aussi. Donc là, on peut glisser. On voit que l'évolution des menaces est partie, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, de 86 avec le premier virus qui s'appelait Brain. Et on a vu arriver différentes nouvelles méthodes d'attaque et jusqu'à aujourd'hui, des attaques dites ciblées qui passent à travers des failles applicatives. Et on a réussi à suivre cette évolution en fait de l'actualité en proposant toujours des solutions qui intégraient des nouveaux modules. Et quand je vous parle d'analyse comportementale, vous en avez tous entendu parler depuis 2014-2015. C'est des moteurs qui sont intégrés de base dans nos solutions antivirus. Et aujourd'hui, on parle d'EDR parce qu'aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir voir ces nouvelles méthodes d'attaque, c'est de mettre en place ces solutions de détection de comportements suspects par analyse des logs. L'antivirus ne sera jamais suffisant face aux attaques. Et c'est un peu le message d'aujourd'hui. Carole, on n'a plus la présentation, je ne sais pas si c'est normal. On n'a plus les slides, il faut partager. Dis ton micro, Carole. Ce que je peux faire, c'est... Ouais, excusez-moi. Sinon, peut-être que Thomas, tu peux mettre toi les slides. Comme ça, tu auras la main. Ouais, ou sinon, je les remets. Bon, excusez-nous, hein, c'est en direct au moins. On est sûr comme ça. Okay. Ça marche. Alors... Ok, ça marche. Hop. Donc, vous devez voir mon écran là, du coup.
Super. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Merci. Donc ça pour vous dire qu'on est passé d'un antivirus avec des simples bases de signatures, des noms de virus. Quand un virus arrivait, hop, on l'identifiait et on supprimait, à des solutions qui embarquaient des fonctionnalités en plus, parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sécurité, on marche par couche dans la sécurité, et il y a plus ou moins de sécurité. Quand on est arrivé sur des solutions next-gen, donc on a vu intégrer de l'analyse comportementale, donc la possibilité d'analyser un exécutable dans une sandbox, dans une machine virtuelle, un fond de tâche sur le poste, pour voir comment il se comportait. Est-ce qu'il va chiffrer les données, est-ce qu'il va ouvrir des répertoires, ce genre de choses, plus différentes couches comme du filtrage URL, du patch management, de la possibilité de mettre à jour des applications, ce genre de choses qu'on va voir arriver dans notre antivirus, et qui fait qu'aujourd'hui on parle de endpoint protection, c'est-à-dire une protection globale du terminal, jusqu'à ce que je vous disais avec l'EDR. Donc le panorama des menaces, aujourd'hui, si ça reprend, pour reprendre ce que je viens de dire, on est passé d'attaques opportunistes, qui n'étaient pas vraiment lucratives pour l'attaquant, à des attaques ciblées, en passant par les attaques avancées qu'on a vues avec les fameux ransomware depuis 2014. Et depuis un an, on constate beaucoup d'attaques dites ciblées. Donc la grande différence avec les attaques avancées, c'est que l'attaque ciblée, c'est pas une attaque qui a été envoyée à des millions de mails et c'est pas de la pêche au gros. En fait, on est vraiment sur l'attaque qui va être individualisée, qui va être gérée par quelqu'un derrière et qui va identifier en fait une vulnérabilité qui va cibler une vulnérabilité dans votre réseau sur un outil commun à plusieurs clients, et assez simplement, l'attaquant va récupérer ou acheter un kit d'exploitation de cette vulnérabilité, et ensuite il va cibler et identifier les clients qui potentiellement utilisent cet outil-là et qui pourraient être vulnérables. Donc vous pouvez très bien demain vous retrouver dans cette liste de clients vulnérables. C'est très facile, on ne peut pas être hermétique, on est tous vulnérables à un moment donné. On a tous une solution qui n'est pas forcément à jour et qui peut être exploitée à travers justement cette version de logiciel qui ne serait pas à jour. Donc le DR vient s'inscrire ici. Bon, je vais passer ce slide-là pour accélérer un petit peu ce qu'il est 50. Ça, c'est pour vous donner un exemple. Carlson Wagonlit, société dans le tourisme aux États-Unis, qui paye 4 millions de dollars en Bitcoin après une négociation parce que les hackers ont demandé 10 millions. Ils ont récupéré toutes les données. Les échanges entre les hackers et Carlson Wagonlit ont été publiés sur Twitter. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, l'échange est assez courtois, il n'y a pas de problème, et que même le hacker va commencer à faire des recommandations une fois qu'ils se sont mis d'accord sur la prime, en leur disant, voilà, il faut que vous fassiez attention sur vos mots de passe, il faut il faut arrêter les privilèges de session administrateur, ce genre de choses. Et puis, un peu plus bas, vous allez voir qu'il faut installer un endpoint detection and response parce que l'antivirus, il n'est pas suffisant sur le long terme, et que seul un EDR administré aujourd'hui est en mesure de pouvoir identifier des comportements suspects qui ont mené à l'attaque d'envergure auprès de Carlson Wagonlit. Donc évidemment, on suit le trend du marché, et surtout on colle au basque des attaquants pour essayer toujours de proposer des solutions qui vont être à la pointe des nouvelles menaces. Donc dans tout ça, il y a la question du cloud paradox qui se pose, parce que beaucoup se sont déjà posé la question aujourd'hui sur la balance entre la sécurité et la fiabilité. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le cloud apporte énormément de souplesse et surtout d'automatisation en termes de mise à jour de base, de mise à jour de version, surtout sur des solutions qui sont connectées avec des milliers de clients et qui nous permettent d'être toujours plus proactifs et réactifs sur les nouvelles menaces. Donc finalement, le cloud aujourd'hui, surtout en matière de cybersécurité, garantit toujours plus de rapidité d'exécution et donc une meilleure protection. Donc c'est naturellement que F-Secure est arrivé à proposer des solutions cloud avec l'antivirus, dans la mesure où de toute façon la plupart des outils aujourd'hui sont connectés et sont externalisés, notamment la partie CRM ou messagerie aujourd'hui avec Office 365. Donc Charles, je te laisse prendre la main. Yes, je vais partager mon écran.
Tu me dis quand c'est OK au niveau du partage? Ouais, c'est OK. C'est OK? Ouais. OK. Bah, merci Thomas. On va passer à la simulation. On va prendre 10 minutes à peu près pour vous montrer la simulation donc, d'une attaque. Comme Thomas le disait, on va voir une attaque ciblée. Donc, je vais commencer à lancer la présentation. On peut distinguer aujourd'hui 3 types d'attaquants. Hein. Vous avez en 1, on a vu rapidement tout ce qui est activiste. En 2, vous avez des jeunes adolescents qui vont s'amuser à faire des campagnes de hack. Et en 3, vous avez des professionnels. Donc les professionnels vont faire des attaques ciblées, donc beaucoup plus difficiles à détecter. Et ça va être l'exemple qu'on va prendre sur cette démo. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est la première partie, la première phase. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc le pirate, il va préparer son attaque. Qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il va décider d'utiliser une application, donc c'est un utilitaire, je mets en pause rapidement, qui s'appelle SpyMax. Donc c'est un utilitaire que vous pouvez télécharger vous-même, l'installer sur votre PC, et qui va permettre de créer une application Android et d'injecter à l'intérieur donc ce qu'on appelle une connexion de command and control vers le site de l'attaquant, vers le serveur de l'attaquant. Ici, on voit qu'il va générer en fait son application, donc l'application Android. Hop, il crée son application très facilement. Et le but du jeu, ça va être de proposer ce store et qu'il soit déployé sur le smartphone de l'utilisateur. Voilà, donc l'application se crée. Je laisse se dérouler. Donc c'est la première phase. Première phase importante, comment je vais préparer mon attaque. Donc je crée un APK, donc une application, ça aurait très bien pu être une application d'Instagram ou autre chose. Et à l'intérieur, je vais piéger cette application. La deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, le pirate, l'attaquant, il va essayer de trouver quel moyen sera utilisé pour déployer son attaque. Donc ici, je mets encore en pause parce que ça va vite. On peut utiliser des QR codes. Cet été, pendant la période de Covid, vous avez été, par exemple, dans les terrasses de café, terrasses de restaurants ou sur des parcs-mètres, et vous avez des QR codes. Donc le pirate, malin, il sait que sur Internet, on peut créer des QR codes assez rapidement. Là, on le voit en 5 minutes, on est capable de créer un QR code qui va rediriger vers le restaurant L'Ardoise et qui va rediriger vers le serveur de l'attaquant. Donc le pirate aura juste à imprimer ce QR code et ce sticker, il va le coller sur une table, par exemple, du restaurant. Donc assez facile. Hein. Donc une fois que ça a été déployé, on va voir maintenant du côté de la victime. Donc comme je disais tout à l'heure, je mets juste en pause rapidement. On voit que la belle mamie est au restaurant en terrasse avec sa copine. Elle est sur son smartphone, elle veut regarder le menu et on lui dit bah, scannez le QR code, madame. Donc elle va sur son smartphone, elle va scanner naïvement son QR code comme on l'a tous fait aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur le smartphone de la petite mamie et on voit qu'elle télécharge l'application. Tout se passe naturellement, tout paraît complètement standard. Personne ne va vérifier ce qui est marqué et on installe l'application. Et lorsque la mamie va cliquer sur l'ardoise, évidemment, rien ne se passe. Bon, bah, c'est pas grave, écoutez, elle va demander la carte papier. Voilà, donc pour elle, c'est complètement transparent. Mais qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? De l'autre côté, le pirate, donc l'attaquant, à partir du moment où la personne a cliqué sur l'application l'ardoise menu, en fait, ça a créé une connexion vers son serveur, donc le serveur de l'attaquant. On appellera le serveur de command and control. Donc là, on est sur le serveur de command and control. Et ce qui est intéressant pour le pirate, c'est de récupérer des informations confidentielles pour pouvoir cibler son attaque. Le but, vraiment, c'est d'avoir des informations précises, confidentielles, pour cibler son attaque. Donc là, je mets aussi rapidement en pause parce que ça va vite. Là, on est sur le smartphone donc de la dame ou de la personne, peu importe l'individu, mais on est sur son smartphone. On va pouvoir parcourir comme si on était sur un ordinateur à distance. C'est comme si vous aviez une session PC NeoPost, PC NeoWare, TeamViewer à distance et vous pouvez aller voir les vidéos, là, par exemple, de tout le smartphone. On va pouvoir exfiltrer ces photos, carrément les sélectionner l'ensemble de ces photos et pouvoir les IP et les envoyer vers le serveur de l'attaquant.
donc facilement. Vous avez l'intérêt de tout ça, c'est qu'on va pouvoir aussi injecter des fichiers. Donc, on imagine que l'utilisateur a du Dropbox, a du Google Drive ou des choses comme ça. On va pouvoir récupérer un fichier qui est sur le smartphone, le modifier, le piéger et le repousser sur le smartphone. Et quand l'utilisateur va le plugger via le câble USB sur son PC, donc la synchronisation, on va pouvoir hacker son système assez facilement. Donc là, on voit le petit exemple background, vous voyez, je vais mettre juste en pause, mais on va pouvoir changer le fond d'écran du smartphone. Donc c'est pas méchant, mais ça peut vous montrer, ça vous montre toute l'étendue des possibilités qu'a l'attaquant sur le smartphone. Donc qu'est-ce qui nous intéresse? Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans la démo. Ce qui nous intéresse, c'est de capturer l'activité, donc de récupérer des informations. On va voir qu'on peut aller quand même assez loin. Tout est simple, c'est l'application qui le fait. Ici, on l'a vu rapidement, il va lancer un keylogger. C'est un enregistreur de frappe. Donc, tout ce qui va être tapé à droite sur le smartphone de l'utilisateur va remonter sur la console du pirate. Là, typiquement, il voit qu'il a sur le monde, il va aller sur l'équipe. On peut très bien imaginer, là je mets en pause encore une fois, mais on peut très bien imaginer que il voit que la personne passe sur l'équipe, il peut lui ouvrir un abonnement gratuit sur l'équipe, lui envoyer un mail complètement ciblé, et il va lui demander d'insérer ses coordonnées bancaires, par exemple. Donc ça reste simple. On peut aller plus loin. S'il va sur son compte Facebook, par exemple, on voit ici que lionel@gmail.com va sur son Facebook, on va pouvoir récupérer le login et le mot de passe qu'il y a sur le smartphone de façon toute simple. Donc le but étant de collecter des données sensibles, on peut encore aller plus loin. Là, le but de la suite de la démo, c'est de montrer qu'on peut aller voir les SMS et essayer de voler de l'information pour lancer une attaque très pertinente et je dirais très ciblée vers l'utilisateur. Le but, c'est que l'utilisateur ou la victime ne se rende compte de rien. Donc, on se rend compte ici que la victime attend des CV, par exemple. Donc, Loïc attend des CV. Donc, déjà, c'est une bonne information. On sait qu'il attend par mail des CV. Donc, je vais pouvoir lui envoyer un CV piégé, par exemple, et me faire passer pour Ludovic. On voit aussi qu'il attend des documents. Par l'intermédiaire de ces SMS, on voit aussi qu'il va envoyer des documents à Madame Marty. Donc, je vais pouvoir aussi m'en servir. Donc, toute cette phase d'investigation au niveau de l'attaquant va me servir pour faire une attaque complètement personnalisée. Le but du jeu, c'est de faire une attaque personnalisée. Et comme ça, lorsque la victime va recevoir le mail, elle attend de toute façon le mail. Donc, elle va pas du tout se méfier. Voilà, donc on peut exfiltrer évidemment toutes les informations, récupérer les photos comme on a vu tout à l'heure, les SMS pour pouvoir créer des attaques a posteriori. Voilà, parce que la personne peut rapidement supprimer aussi l'application qu'on a installée. La dernière phase de cette attaque, j'ai récupéré les contacts, j'ai récupéré les informations, mais il me faut les adresses mail. Les adresses mail, je vais juste aller dans les contacts de mes téléphones. Voilà, sur la gauche, on voit la console de l'attaquant et sur la droite, donc le smartphone de la victime. Et je vais pouvoir récupérer les adresses mail pour pouvoir usurper l'identité de l'expéditeur. Je peux même aller plus loin, je vais pouvoir modifier, je peux tout faire, donc je vais pouvoir modifier le numéro de téléphone, modifier l'adresse mail et me faire passer pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc il y a énormément de possibilités avec cet utilitaire SpyMax. J'accélère un petit peu. Voilà, donc là on est presque à la fin de la démo. Mais ce que je vous disais, donc le but, ça va être de faire une attaque ciblée. Donc, et en lisant les SMS, je me suis aperçu que l'attaquant sait que la victime, mais également ses contacts, sont en attente d'un document. Donc, je vais pouvoir lancer mon attaque. Donc, là, on est sur l'ordinateur de la victime. Elle a reçu un mail. Dans ce mail, c'est un mail légitime parce que ça vient d'une connaissance. Elle attendait ce mail. La pièce jointe qui s'appelle Hackdemo. C'est peut-être un CV. Donc, elle attendait son CV. Elle clique il clique sur le CV, LibreOffice, et boum, le CV s'ouvre. Donc, ça n'a rien à voir avec un CV. Mais peu importe, à partir du moment où la pièce jointe a été exécutée,
ça va lancer l'attaque. Voilà, et le tour est joué. Qu'est-ce qui se passe derrière? Donc c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Là, on voit l'attaquant qui est ici. Donc l'attaquant, on l'a vu, a créé son payload, donc a créé son virus, si vous voulez. Il a envoyé son fichier piégé à l'utilisateur par mail. L'utilisateur, la victime, l'a ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Derrière, la victime l'a exécuté, comme on l'a dit. Et la première chose qu'il va faire, c'est si l'utilisateur a une solution de protection avancée, tel un EDR, le poste va être isolé de façon automatique. Donc l'utilisateur va recevoir un message comme quoi votre poste a été isolé, il y a un comportement anormal qui est apparu à l'ouverture de votre pièce jointe. Donc toutes les communications de votre poste sont bloquées. Voilà. Du côté de l'administrateur va recevoir en temps réel aussi une alerte, juste ici, on est sur la vue administrateur. On voit qu'il y a une alerte suspicieuse qui a été détectée sur le poste de JC avec un risque élevé. Là, on est sur un risque de 90. Donc, c'est un accès anormal, donc il va falloir investiguer. Donc là, ça va être le rôle de l'administrateur d'investiguer et de savoir si oui ou non ce comportement suspicieux est normal ou anormal. Donc là, ça sera plus le rôle d'Access ou de l'administrateur d'investiguer pour savoir si oui ou non c'est une menace réelle ou pas. Donc là, rapidement, je vais faire un arrêt aussi juste ici. On ne va pas trop rentrer dans la technique, mais le but du jeu, la solution EDR, donc Endpoint Detection and Response, va permettre de voir tout ce qui s'est passé sur le poste. Donc on voit sur le ligne de commande, je ne sais pas si vous voyez ma souris juste ici, on voit qu'il y a le document Office, donc LibreOffice qui a été lancé, donc classique, avec un logiciel ODT qui a été lancé. Donc tout paraît normal. Par contre, juste en dessous, on est capable de voir qu'il y a une commande PowerShell qui a été lancée, juste ici, et surtout, vous avez Download File, juste ici, surtout, il a téléchargé un fichier qu'il a mis dans le répertoire temporaire de l'utilisateur. c2.temp hackdemo.pst. Voilà. Donc le rôle d'Access ou le rôle de l'administrateur, ça sera d'investiguer et d'aller voir ce fichier hackdemo pour savoir s'il a ce qu'il fait, pour savoir si c'est mauvais ou pas mauvais. Donc juste après, alors si l'utilisateur n'avait pas de solution EDR, ce qui est malheureusement encore le cas, donc l'attaque se serait passée complètement normalement, l'utilisateur n'aurait rien vu, et donc on va faire la suite. Donc en fait, il y aurait une communication vers le serveur du pirate, c'est ce qu'on appelle le serveur de command and control, et derrière, le pirate, comme je disais tout à l'heure, il a comme s'il avait un TeamViewer, comme s'il était sur le smartphone en fait. Il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut, il a une palette d'outils énorme aussi, comme on a vu pour le smartphone. Il va pouvoir scanner son réseau, faire un map du réseau, regarder les partages réseau qui ne sont pas conformes ou qui ont des failles de vulnérabilité, comme la faille de vulnérabilité SMB qui est bien connue, qui a fait l'actualité avec WannaCry ou avec Emotet. Donc, il va utiliser par exemple cette faille de vulnérabilité pour se propager sur le réseau et faire du déplacement latéral, par exemple. Et à la fin, lorsqu'il aura réussi à trouver ces informations sensibles, il va pouvoir les exfiltrer, donc les récupérer, ou s'il le souhaite, il va pouvoir carrément chiffrer l'ensemble des machines corrompues, ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec Emotet. Voilà. Ce qui est important de dire, c'est que seule une solution EDR, donc Endpoint Detection and Response, est capable de détecter ce comportement malicieux. Parce que en fait, la pièce jointe, il n'y a pas grand-chose dedans. La pièce jointe, il n'y a pas un fichier corrompu. La pièce jointe fait simplement un accès vers un serveur, donc le serveur du pirate. Et c'est après que le pirate va lancer ses commandes. Donc la solution d'EDR va permettre d'avertir, va permettre de détecter ce genre de comportement. Voilà pour la démo. Super, merci beaucoup Charles. J'espère que ça vous a plu. On voit effectivement c'est entre guillemets assez simple de se faire pirater et donc on peut tous potentiellement être cette victime-là. Ok. J'étais en mieux, tout à fait.
Ouais, vas-y Thomas. Si on a encore... on a jusqu'à quelle heure, Carole, du coup? Oui, Thomas, tu peux terminer ta présentation. Ok. Je te laisse Donc, repartager ton écran. ouais. Ok. C'est bon. Donc, on voulait refaire le point sur ce que F-Secure aujourd'hui était capable de proposer justement face à ce type d'attaque. On voit qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a la phase d'identification, la phase du mail et la phase derrière côté prestataire de détection et réponse. Donc, vous voyez, il y a des solutions préventives, prédictives et de détection qu'il faut pouvoir mettre en place si on veut suivre l'activité d'un attaquant. Et pour ça, on a des choses aujourd'hui, notamment avec des solutions comme Radar qui permettent de scanner en fait votre réseau, de faire de l'audit pour pouvoir identifier vos vulnérabilités. C'est de vous dire, demain, Access est en mesure de vous dire, bah là, avec un radar, on peut voir que vous avez des mises à jour qui sont critiques. Il faut les prioriser, on peut le faire pour vous. Mais voilà, au moins, on vous cartographie votre surface d'attaque et on identifie vos vulnérabilités. Au milieu, on voit la partie protection cloud, notamment avec l'antivirus qui est poussé aujourd'hui avec Access, et la partie protection de la messagerie avec Office 365. Et en détection et réponse, donc notre EDR. Donc EDR, c'est un terme générique, et notre solution s'appelle Rapid Detection and Response pour pouvoir détecter les attaques ciblées les plus insidieuses et celles qui sont le plus dures à identifier et qui passent à travers les antivirus. Alors, il y a une notion qui est importante, c'est la notion du dwell time. C'est une notion qui avait été soumise par M. Poupard, le président de l'ANSSI aux assises de Monaco de la sécurité l'année dernière. C'est le temps moyen qu'un client met à identifier une intrusion. Il est de 162 jours. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand vous vous rendez compte que vous vous êtes fait chiffrer, c'est au moment où il y a eu le chiffrement, au moment où l'attaquant a dit j'appuie sur le bouton pour leur dire qu'ils sont chiffrés. Mais ça fait peut-être des jours, des semaines, des mois que l'attaquant est dans votre système et qu'il a eu tout le temps de copier vos données. Et la grande différence avec une attaque ciblée, aujourd'hui, en effet, elle est là, c'est qu'une attaque ciblée va aller chercher vos données ou le plus de données qu'elle peut trouver sur votre réseau. Contrairement à un ransomware dans un mail qui, lui, va juste essayer de justement mener à l'inverse une attaque très rapide pour chiffrer vos données. Et qu'avec une simple restauration de sauvegarde, vous pouvez récupérer. Aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on peut vraiment perdre de la donnée, parce qu'on peut perdre de la sauvegarde. Donc, externaliser de la donnée à travers un prestataire comme Access, c'est là où ça prend son sens. Sécuriser pour pouvoir détecter notamment de l'activité suspecte sur son réseau, c'est là aussi que c'est pertinent avec l'EDR. Donc, au niveau de l'EDR, c'est assez simple comment ça fonctionne, c'est-à-dire que tous les clients aujourd'hui qui sont sous nos solutions antivirus possèdent déjà les capteurs. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Les capteurs sont intégrés en fait dans les dernières versions de notre solution antivirus. Et donc, les capteurs sont dormants, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de redéploiement à faire si demain vous voulez passer sur un EDR. Les capteurs, ils vont collecter les logs de sécurité et les analyser. Et on va contextualiser tout ça et on va pouvoir identifier justement des comportements suspects, comme on disait tout à l'heure, donc des obtentions de privilèges, du command and control, ce qu'on a vu avec l'exemple de Charles, des mouvements latéraux, des exfiltrations de données, des contournements de mesures de protection, par exemple, ce genre de choses. L'agent est complètement agnostique. Si aujourd'hui vous utilisez un autre antivirus, il peut très bien se compléter à un antivirus du marché. C'est complètement indépendant. Pour vous donner une idée de la pertinence de l'outil, sur à peu près un gros client, une grande entreprise qui aurait à peu près 300 sondes déployées sur son réseau, c'est à peu près 500 millions d'événements par mois qui vont être récupérés. On va pouvoir identifier avec la contextualisation de ces événements à peu près 200 000 événements suspects pour au final avoir 7 menaces très critiques sur lesquelles il va falloir mener une investigation de la part de l'administrateur pour s'assurer d'isoler le poste si on est bien sûr une attaque et derrière d'apporter les corrections, les correctifs nécessaires pour limiter l'attaque et éviter de perdre de la donnée justement, parce que c'est ça le but final. Donc les fonctions clés, on va parler ici plutôt de l'analyse comportementale humaine, là où un antivirus va plutôt vous proposer de l'analyse comportementale logicielle. C'est la grande différence entre un EDR et un antivirus. C'est lié, mais ce sont deux solutions complètement différentes.
Donc les capteurs marchent sur du Windows, du Mac et du Linux également. Et la grande force de notre solution, c'est de pouvoir isoler le poste de manière automatique ou à distance, dans la mesure où on voit un incident très critique. Oui, on l'a vu sur la démo, l'isolation automatique, c'est important parce que ça laisse le temps à l'administrateur, hein, donc d'investiguer sans être stressé, parce que ça peut toujours être stressant d'avoir une attaque de ransomware qui chiffre l'ensemble des PC. Donc là, vous avez de l'isolation automatique, donc vous êtes tranquille, vous prenez le temps et vous allez vérifier si, ou Access va vérifier si c'est une attaque importante ou non importante. Donc l'isolation automatique est importante. Tu en as parlé tout à l'heure. Bon, pour l'activation, c'est un point important. Hein. L'activation, il y a simplement l'activation de la partie RDR à faire. Il n'y a pas de redéploiement. Donc ça, c'est capital dans nos solutions. Si vous avez déjà PSB, en fait, notre antivirus, hein, donc la partie RDR est déjà déployée. Voilà, vous n'avez pas de redéploiement à faire. Il y a juste la licence à activer et c'est parti. Voilà. Au niveau du score, on l'a vu tout à l'heure dans la démo, on avait un risque supérieur à 90. Hein. Là, on voit que les risques sévères d'entre 91 et 100, on va pouvoir faire de la réponse automatique. Dans EDR, vous avez endpoint détection, donc détecter les attaques, et de la réponse, on va pouvoir faire de la réponse automatique, entre autres l'isolation du poste. Ce qui va arriver aussi bientôt, c'est qu'on va pouvoir arrêter un service, killer un process, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est important, tout ce qui est risque. Vas-y Thomas, tu peux. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est toute la partie détection, contextualisation, ça c'est l'algorithme de F-Secure qui va travailler sur l'analyse comportementale, la réputation et comme disait Charles, du machine learning, on va aussi apprendre à la solution des comportements et des événements qui se déroulent sur votre parc. Si on prend l'exemple du MITRE, alors le MITRE, c'est pareil, si vous voulez comparer les solutions de détection et réponse, je vous invite à aller voir le MITRE, qui est le seul organisme aujourd'hui qui détecte, qui étudie et qui compare les solutions d'incident et de réponse. Et Secure a plutôt été très très bien noté, positionné sur sa capacité à détecter justement les attaques, en tout cas les comportements à risque à travers son EDR. Donc ça, Charles en a pas tout à l'heure. Première réponse, c'est l'isolation de poste pour couper en fait l'attaque du reste du réseau. Et derrière, la possibilité d'analyser en profondeur les logiciels malveillants avec une analyse manuelle. Donc plusieurs niveaux de réponse vont être possibles sur l'outil côté administrateur. Au niveau des réponses, hein, on pourra, par exemple, donc isoler le poste. Là, dans l'exemple, on va pouvoir lancer un scan complet sur le poste à distance, hein, pour le vérifier. Après, il y a d'autres possibilités. On va pouvoir aller plus loin dans l'investigation, ce qu'on appelle du forensics. C'est juste en dessous dans collecte du package d'analyse. C'est une analyse approfondie. Dans ces cas-là, on va étudier de façon approfondie toutes les DLL qui ont été lancées, tous les process qui ont été démarrés, tout le gestionnaire des événements, tout ce qui est log. Vas-y, tu peux passer. Oui, et donc, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie réponse automatisée, qui justement est un service qui pourra être proposé demain par Access. Donc la solution est multitenante, de la même manière que l'antivirus, et donc l'outil s'appuie sur une vision à plusieurs niveaux, en fait, prestataires, pour pouvoir vous accompagner justement sur ces éléments de réponse. L'outil en lui-même permet de détecter, et derrière, l'administrateur peut mener des actions en cas de détection critique et automatiser aussi des actions de réponse et de réalisation. Voilà pour la conclusion. Carole, je te redonne la main. Si vous avez des questions, eh bien, surtout n'hésitez pas à lever la main. On va essayer d'y répondre. C'est ça, mais en attendant les questions, s'il y en a, en tout cas, merci Charles, merci Thomas pour cette présentation. On espère que ça vous a plu. Nous, on a été heureux d'accueillir notre partenaire sur ce webinaire. Et voilà, on vous invite à poser et vos questions et aussi si vous avez d'autres attentes sur d'autres sujets, parce qu'on va organiser encore d'autres webinaires pour 2021. Donc, on attend aussi vos suggestions. Alors, de mon côté, je ne vois pas de questions. Je
Alors, on a Le une tarif, oui. petite question. Alors, le tarif alors, c'est compliqué de vous répondre comme ça. Il y a des tarifications qui sont spécifiques. Tout dépend du volume, tout dépend du nombre de serveurs, du nombre de postes à couvrir, du service de réponse qui est associé en fonction du niveau de réponse que vous voulez. Est-ce que vous voulez de la réponse 5 jours sur 7 ou en astreinte au week-end, ce genre de choses. Donc, c'est assez difficile à répondre. Mais si je peux donner une idée, globalement, il faut au moins compter le coût d'un antivirus. Tout dépend de votre échéance de renouvellement, par exemple. Il peut se passer des choses aussi à ce moment-là. Mais globalement, ça coûte au moins le prix d'un antivirus aujourd'hui de mettre en place une solution d'EDR. Et puis, pour compléter peut-être là-dessus, nous, c'est avec plaisir qu'on peut justement vous accompagner dans le déploiement de cette solution et donc de chiffrer précisément par rapport à vos besoins et votre environnement de travail le coût de la mise en place d'un EDR. Merci à vous, Madame David, pour la question. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est le moment, sinon... Sinon, on va vous libérer. Bon, super. Merci à tous de votre participation. Encore merci à Charles et à Thomas. Et puis, on se revoit bientôt sur un nouveau thème de cybersécurité. Merci, Carole. Très bien, merci, Merci Carole. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Non, en cours d'enregistrement. Il faut que tu... faut peut-être que tu arrêtes l'enregistrement, Thomas. Ouais. T'arrêtes l'enregistrement. L'enregistrement a démarré. Ça regarde que la présentation. Ce que tu partages, en fait. Il y a Pascal qui est toujours connecté.